Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. L'invité politique est Jérôme Chartier, parlementaire et bras droit de François Fillon. Bonjour et bienvenue. Cette affaire de la déchéance de nationalité qui ne convainc pas vraiment les Français a l'air de mettre un marqueur, disons, dans les partis politiques. Est-ce qu'on va assister demain à un affrontement entre François Fillon, donc votre patron, et Nicolas Sarkozy sur cette affaire? Je n'ai pas le sentiment que ce soit la déchéance de nationalité qui soit un marqueur et qui soit en quelque sorte ce qui pourrait différencier les uns des autres. Non, c'est la question de savoir... Il est plutôt pour le oui et François Fillon pour le non. Alors donc non, pas sur la question de la déchéance. Sur la question de la déchéance de nationalité, tout le monde est d'accord. Non, mais sur c'est la question de la constitution. Voilà. Sur le fait d'inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité, le constat de François Fillon est très clair. Il le tient depuis le 16 novembre dernier. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est nécessaire de l'inscrire dans la Constitution ? Pardon d'être technique. Il y a 2 articles du Code civil, l'article 23 et 25, qui permet, en fait, sous certaines conditions, de déchoir de la nationalité quelqu'un qui n'a pas honoré son pays. Et au fond, une loi simple peut parfaitement l'adapter à la question des terroristes, tel qu'aujourd'hui se pose le sujet en France, et tel que le souhaitent les Français, et tel que je le souhaite, et tel que le souhaite François Fillon et de très nombreux parlementaires. Mais ça, le résultat, pardonnez-moi, globalement sur le plan politique, c'est que les sarkozystes sont plutôt pour et vous êtes globalement plutôt contre, même si simplement l'aspect constitutionnel. Guillaume Durand, donc il va y avoir une sorte d'affrontement au sein du groupe parlementaire. Est-ce que vous me permettez de vous dire qu'il va falloir attendre tout à l'heure la réunion de groupe pour pouvoir dire qui est pour et qui est contre le vote de la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité. Et je ne suis pas certain que le clivage soit entre sarkozystes, comme vous dites, et fillonistes, et juppéistes ou autres. Non, je crois que chaque parlementaire... Oui, il y a un clivage dans le groupe. Pourquoi ? Parce que le groupe s'est informé, parce que les auditions de la commission des lois ont été présentées, que l'avis des constitutionnalistes a été écouté, entendu, et que beaucoup de parlementaires aujourd'hui observent qu'il n'est pas utile de réformer la Constitution pour la déchéance de nationalité. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on laisse faire M. Hollande son action de communication qui finalement ne rime à rien ? Est-ce que on accepte d'envoyer le message que la seule réponse que nous avons face aux terroristes, c'est la constitutionnalisation de la déchéance de nationalité alors qu'elle n'est pas utile ? Moi, c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite aujourd'hui qu'on ait une réponse qui soit la plus ferme possible, qu'on aille sur le terrain face à l'État islamique Daesh en Syrie, qu'on aille sur le terrain au Moyen-Orient. Ça, c'est notre responsabilité. J'ai énormément de questions. Pardonnez-moi de vous demander de faire des réponses brèves. Je vais revenir à l'assaut une dernière fois sur cet aspect du problème, parce que c'est quand même les commentaires politiques de ce matin. Les commentaires politiques de ce matin, c'est Fillon attaque Sarkozy. Alors vous pouvez expliquer dans le détail quels sont les arguments des uns et des autres. Vous avez raison, mais il y a un aspect politique. Est-ce que l'arrière-pensée de François Fillon, c'est justement de remonter dans les sondages et d'attaquer Nicolas Sarkozy ? Guillaume Durand, je ne nie jamais l'aspect politique. Ce que j'observe là, en l'occurrence, c'est que la position de François Fillon, qui marquait ses doutes sur l'intérêt de constitutionnaliser la déchéance de nationalité, ça date depuis le 16 novembre. Ça a été réitéré le 19 novembre, puis le 7 janvier, puis le 27 janvier. Ça veut dire que c'est la conviction d'un parlementaire qu'est François Fillon, qui est qu'il n'est pas utile de réformer la Constitution pour la déchéance de nationalité. Et on ne peut pas empêcher. Et on ne peut pas empêcher. Fillon n'est pas mort. Il n'était pas mort ni avant cette question, il n'était pas mort. Après cette question, il n'est pas mort depuis 3 ans. Je parle de mort, évidemment, c'est symbolique sur le plan politique. Il n'est pas mort depuis qu'il s'est engagé dans cette primaire pour l'élection présidentielle il y a maintenant 3 ans. Et en l'occurrence, tout confirme aujourd'hui que celui qui réfléchit sur le fond, c'est François Fillon, que celui qui avance sur le terrain, qui va voir les Français, qui va les écouter, qui les entend, c'est François Fillon. Alors j'ai beaucoup de questions à caractère politique, mais une qui est dans le droit fil de celle qu'évoquait Thierry Solaire hier en faisant un certain nombre de révélations. Il s'occupe des primaires. Il considère que les Républicains devraient plus ou moins être coproducteurs de ce qui va arriver au mois de novembre, puisque dans les dialogues avec les chaînes de télévision, semble-t-il, on ne propose pas beaucoup de choses nouvelles et qui veut absolument, c'est ce qu'il a dit hier, que ce que proposent les Républicains donc au mois de novembre pour les primaires soit radicalement nouveau, donc vous implique collectivement. Est-ce que c'est aussi la position des fillonistes ? Moi, je suis totalement d'accord avec Thierry Solaire. Oui. J'estime que c'est notre responsabilité à tous, à toutes celles et ceux qui s'engagent derrière les candidats de la primaire, de réfléchir à la façon dont va s'organiser le débat. Et de ne pas aller simplement dans les différentes chaînes au fur et à mesure des invitations. Exactement sur cette ligne-là, et je suis ravi que Thierry Solaire ait soulevé ce débat. C'est un débat qui est central et qui, en même temps, sera garant de la qualité de la primaire.
Depuis le début, on parle du programme de François Fillon comme étant celui qui est le plus libéral. Alors ce matin, on lit tous dans les journaux que la bourse ou les bourses dans le monde entier et les marchés financiers sont un peu en train de s'effondrer. Est-ce qu'il va pas falloir tout revoir d'ici la primaire? Oui, puis il y a surtout un chiffre qui m'a beaucoup marqué ce matin. Depuis le début de l'année, l'indice français chute de 12,3%. Et c'est exactement la hausse de l'or, valeur refuge traditionnelle, 12,3% depuis le début de l'année. Bref, on est aujourd'hui face à des investisseurs qui sont prudents. Ils sont prudents pourquoi ? Parce que l'énergie chute. Jamais on retrouvera le baril à $100. Chacun l'observe aujourd'hui. Ça change le modèle. Et en même temps, ça rend les investissements de moins en moins certains. Est-ce que c'est pour ça que François Fillon a dit que sur les impôts, après le papier dans les Échos de Nicolas Sarkozy sur le choc fiscal, il fallait être extrêmement prudent en matière de promesses parce que, étant donné le contexte international, on ne sait pas ou on ne saura pas d'ici le mois de novembre et encore moins d'ici 2017 ce qui va exactement se passer. Il y a une chose que l'on sait, c'est que les investisseurs vont prendre de moins en moins de risques. Ça veut dire que c'est à nous, responsables politiques, de présenter une situation d'un pays que l'on souhaite à travers un projet politique qui soit certain et qui soit faisable. Et si on commence à annoncer une baisse magistrale des impôts avant même de régler la question de la dépense publique, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on va réduire la dépense publique, alors on s'y prend mal. Le chiffre Fillon, c'est 150 milliards ou 100 milliards? Alors, le chiffre Fillon, c'est 100 milliards. Et en même temps, c'est un projet qui implique un calendrier. Ça veut dire qu'on va dire quand et comment on va baisser la dépense publique. Mais là, vous remarquez on commence d'abord par baisser la dépense publique avant de baisser les impôts. Mais vous remarquez encore une fois, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, il y a une ligne de fracture avec Nicolas Sarkozy ou même avec les autres. Mais c'est normal qu'il y ait une différence. Au fond, c'est ça les candidats à la primaire. Sarkozy, c'est le choc fiscal des 25 milliards. C'est ça les candidats à la primaire. Je veux dire, si on disait tous la même chose, alors à quoi bon avoir plusieurs candidats? Ça serait juste un concours de beauté. Alors, on est différents parce qu'au fond, il y a sur le projet, sur le comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire en sorte que la France renoue durablement avec la croissance et mettre fin au chômage, comment on va s'y prendre. Voilà les différences entre chaque candidat. Vous avez soutenu, en tout cas François Fillon a plusieurs fois parlé du soutien qu'il faut apporter en matière diplomatique à la Russie. La Russie fait bombarder actuellement la Syrie d'une manière que certains considèrent comme absolument scandaleuse. En tout cas, c'est le point de vue du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Est-ce que ce soutien aux Russes ne va pas devenir, justement, dans la perspective de la primaire, si ça se termine, ou si le massacre s'amplifie, est-ce que ça ne devient pas un soutien embarrassant? Oui, c'est une question centrale. J'observais hier que plus de 30 000 réfugiés d'Alep, puisque Alep est aujourd'hui sous les bombardements russes. Alep aujourd'hui est sous la pression des forces armées de Bachar el-Assad pour pouvoir éradiquer certes l'État islamique, mais pas seulement, aussi l'opposition syrienne, que plus de 30 000 réfugiés sont à la frontière turque. Donc ça va poser deux problèmes. D'abord, un problème humanitaire. Il va falloir faire face aux questions centrales, humanitaires, sanitaires de ces 30 000 réfugiés au minimum, puisqu'à mon avis, cela annonce des centaines de milliers de réfugiés qui vont fuir des régions qui vont être bombardées par les Russes. Et chacun a un sentiment. N'a pas eu tort, comme d'autres, Dominique de Villepin, aujourd'hui. C'est que les Russes, certes, en combattant l'État islamique, soutiennent aussi indirectement le régime syrien. Or, depuis le départ, François Fillon, moi, beaucoup de parlementaires appellent à une coalition internationale qui fixe les règles d'engagement des forces armées, quelles qu'elles soient. En l'occurrence, cette coalition internationale, elle est à minima. Il faut changer le modèle de cette coalition et qu'il y ait un vrai engagement politique pour qu'en l'occurrence, le régime de Bachar el-Assad ne soit plus soutenu aujourd'hui indirectement par les Russes et qu'on laisse de côté les questions de démocratie interne et que tout le monde se mobilise uniquement contre l'ennemi, je dirais le fléau, qui est l'État islamique. Mais est-ce que Poutine n'est pas devenu encombrant pour vous? Pardonnez-moi de vous reposer cette question, mais c'est important pour vous, pour Villepin ou pour d'autres. C'est pas la question de... Qui ont dit, François Fillon, il faut parler avec Poutine, mais Poutine massacre pour l'instant. Notre responsabilité est effectivement de parler à Poutine et de faire revenir les Russes dans le cadre d'une coalition aux objectifs politiques définis. Oui, ça c'est notre responsabilité. Ce que j'observe, c'est que depuis 2 ans que François Fillon demande cela à François Hollande, jamais celui-ci ne l'a mise en œuvre. Voilà, c'est très bien de vouloir fermer la porte et de couper court à toute discussion avec les Russes. Sauf qu'aujourd'hui, on en est là et que les Russes font le jeu de Bachar el-Assad et ne font pas le jeu d'une coalition internationale contre l'État islamique. Moi, je voudrais qu'il y ait une seule coalition internationale et un seul objectif, mettre fin à l'État islamique. Il semble qu'il y ait un affrontement Châtel-Mam. Alors, vous parlez que c'est pas un affrontement majeur pour l'histoire politique française, mais pour prendre la présidence du Conseil des Républicains, une fois que tout le monde aura déclaré sa candidature, vous êtes Châtel ou Mam? Écoutez, chacun a des qualités. Donc, comme j'aime à la fois Michel
et j'apprécie Luc par ailleurs, je vais laisser tranquillement la campagne se faire pour chacun d'entre eux, et je vous promets que je voterai soit pour l'un, soit pour l'autre. Je ne sais pas encore pour qui, pour tout vous dire. C'est un peu du normand amélioré. C'est du normand amélioré, parce que je ne vais pas vous dire pour qui je vais voter. Je vais être même très franc avec vous, je ne le sais pas encore. Bon, donc importante question, je le disais avec un peu d'ironie. J'ai bien senti l'ironie. Voilà. Mais en même temps, c'est important parce que le Conseil national, la présidence, c'est aussi l'une des instances majeures du fonctionnement du mouvement. Éric Ciotti, voilà une autre chose importante, propose de suspendre le RSA à tous ceux qui ne refuseraient plus de 2 offres d'emploi dans son département, les Alpes-Maritimes. Oui. Est-ce que c'est une proposition que vous reprendriez, vous ? Non, je ne reprendrai pas cette proposition, mais je reconnais qu'Éric pose là un vrai problème, une vraie question, qui est la question de l'engagement des chômeurs s'agissant de la recherche d'emploi. Et même si ce n'est pas un emploi, exactement l'emploi qu'il recherchait, qu'il trouve, qu'il puisse le prendre, ne serait-ce qu'en attendant. Oui, ça c'est une question centrale. Moi, comme premier vice-président de la région Île-de-France, j'ai cette responsabilité que m'a confiée Valérie Pécresse, qui est de trouver une solution s'agissant du chômage et s'agissant de la formation des chômeurs, de telle sorte qu'ils retrouvent un emploi le plus rapidement possible. C'est des questions qui sont centrales. Moi, je pense que c'est à travers la formation, à travers la motivation des chômeurs, aussi la motivation des conseillers de Pôle emploi pour les aider à faire en sorte que l'appui qu'ils apportent aux chercheurs d'emploi soit le plus efficace possible, que l'on peut trouver la solution. Moi, je ne pense pas qu'il faut commencer par sanctionner. Je pense qu'il faut d'abord commencer par accompagner. Et s'il n'y a pas d'alternative à la sanction, oui, sanctionner, ça devrait être la dernière solution. Vous n'avez pas globalement sur tous ces sujets, comme le dit Brice Hortefeux récemment, des vapeurs, vous les fillonistes. C'était un peu méprisant quand il disait ça. Non, mais en tout cas, ça s'adressait pas aux fillonistes, en tout cas ni à François Fillon, ni à moi. Ça s'adressait peut-être à ceux qui ont soutenu il y a quelques années la question de déchéance de nationalité, qui ne la soutiennent plus aujourd'hui. Tel n'est pas mon cas, tel n'est pas le cas de François Fillon. Donc je pense que ça s'adressait sans doute à quelques parlementaires qui aujourd'hui refusent la déchéance de nationalité. Moi, je pense que pour le débat politique, il faut être clair. S'il y a 3 ans, alors qu'on est dans la majorité, on soutient la déchéance de nationalité. Et si, lorsqu'on est dans l'opposition, on change d'avis, alors on manque de clarté. Il faut qu'on ait une constance politique. Ça me semble central aujourd'hui pour les Français. Les Français en ont ras-le-bol des gens qui changent d'avis comme de chemise selon qu'ils sont dans la majorité ou dans l'opposition. Moi, j'étais pour la déchéance de nationalité il y a 4 ans. Je suis aujourd'hui pour la déchéance de nationalité. Mais j'ai aussi le sens des valeurs et des normes. Et j'estime que ce n'est pas utile de réformer la Constitution pour cela, puisque tout le monde me dit, tous les spécialistes et les experts disent que ce n'est pas nécessaire. Alors, arrêtons de vouloir en permanence changer tous les modèles, tout remettre à plat, tout réorganiser, et utilisons le cadre nécessaire pour faire en sorte d'arriver à notre objectif. Notre objectif aujourd'hui, c'est la déchéance de nationalité. La loi simple permet d'obtenir cette déchéance, alors votons par une loi simple la déchéance de nationalité. Jérôme Chartier, donc parlementaire et bras droit de François Fillon, était l'invité donc de Radio Classique ce matin. Il est effectivement aussi l'un des principaux collaborateurs de Valérie Pécresse pour la région Île-de-France, puisqu'il est premier vice-président, c'est ça ? Voilà. Alors, premier vice-président, c'est pas un collaborateur, oui. c'est un allié, et en l'occurrence, je suis très heureux de travailler avec Valérie Pécresse qui hier a sauvé le pass Navigo. Je veux quand même le dire, puisqu'il manquait 300 millions à l'addition. Et d'ailleurs, Manuel Valls l'a reconnu. Et grâce à Valérie Pécresse, maintenant le pass Navigo va rester à 70 €, ce qui est une très bonne nouvelle pour tous les Franciliens et tous ceux qui utilisent les transports en Île-de-France. Il est 8h29 sur l'antenne de Radio Classique. Merci Jérôme Chartier. Passez la meilleure journée possible.